Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Xavier Hubert du MAS, hein, dans l'équipe formation qui permet de proposer donc aux associations de Saint-Germain-en-Laye des interventions qui doivent aider effectivement toutes les associations. Alors, merci à toutes et tous déjà d'être avec nous pour ce webinaire. Merci surtout aux intervenants de Passerelle et Compétences pour leur disponibilité. Et je pense vraiment qu'ils vont nous apporter des messages très concrets et qui vont tous nous aider. Alors pourquoi avoir choisi cette thématique pour ce webinaire? En fait, le sujet de la gouvernance et de l'organisation, c'est une problématique qui est rencontrée par un très très grand nombre d'associations locales ou nationales et qui devient un vrai enjeu au cœur du fonctionnement donc de la plupart de nos structures. Et le fait qu'on soit 44, si j'ai bien compris, inscrits pour ce webinaire, montre bien qu'effectivement, c'est un sujet qui concerne, en tout cas, beaucoup d'associations de Saint-Germain-en-Laye. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On compte qu'il se termine à 13h30 pour la partie donc intervention avec un déroulé avec deux intervenants, Hervé Jean qui est le responsable de l'antenne de Passerelle et Compétences des Yvelines. Passerelle et Compétences, c'est une association que vous connaissez sans doute, mais j'ai demandé à Hervé de représenter rapidement ce que cette association fait pour les autres associations. Et ensuite, Anne Vernier, qui est co-responsable du programme de bénévolat de gouvernance au sein de Passerelle et Compétences et qui va donc nous apporter toute son expérience dans le domaine. Donc, avant de laisser la parole à Hervé et Anne, que je remercie encore, des petits conseils pratiques. Merci de couper tous vos micros si vous ne l'avez pas fait. La caméra, elle est facultative pour ceux qui ont envie de prendre leur sandwich tout en écoutant le webinaire, donc il n'y a pas d'obligation. En tout cas, on a prévu un replay pour ceux éventuellement qui devraient nous quitter plus tôt, où j'ai eu également d'autres personnes qui m'ont demandé s'il y aura un replay pour pouvoir profiter de cette intervention. Les questions, ce qu'on vous propose, c'est de les poser dans le chat. Et en fin de webinaire, Anne pourra répondre à toutes les questions posées pendant le chat ou en fin de chat. Voilà, bah, je laisse la parole à Hervé et encore merci. Il y a une petite Bon question. webinaire. Effectivement, dans le chat, il y a une question sur les slides. Oui, on pourra envoyer les slides à la fin. Ah oui, oui, oui. Mais il n'y a pas tout dans nos slides. On dit beaucoup de choses à l'oral. Voilà, Hervé. Très bien. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de cette collaboration avec le MAS et espérons que ce webinaire vous apportera beaucoup d'informations qui vous seront très utiles. Donc, en quelques mots pour dire qui est Passerelle et Compétences pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Passerelle et Compétences est une association nationale créée en 2002 qui s'est donnée pour mission d'aider les associations du domaine de l'économie sociale et solidaire à trouver les bénévoles ayant les compétences dont elles ont besoin. Elle est à l'origine du concept de bénévolat de compétences, où les bénévoles apportent des compétences, par différence avec le bénévolat classique, où les bénévoles n'apportent pas forcément des compétences. Passerelle les compétences, mais donc en relation des associations ayant des besoins de compétences précis et des bénévoles ayant ces compétences. Alors pour cela, elle s'appuie sur un réseau de 22 antennes locales, dont celle des Yvelines, et une antenne à distance, et puis ces antennes réunissent au total 300 bénévoles passerelles, qui vont donc, sont des personnes, des bénévoles, qui vont donc à la fois rencontrer les associations, étudier leurs demandes, et ensuite rencontrer des bénévoles, voir quelles sont les compétences et les mettre en relation. Elles peuvent s'appuyer pour cela sur un fichier d'environ 5000 bénévoles experts au niveau national et plus de 350 dans les Yvelines. Chaque année, Passerelle des compétences réalise environ 700 missions et dont 35 dans les Yvelines. Alors l'association propose 4 types de missions de bénévolat de compétences: des missions flash, ponctuelles, de quelques heures sur des sujets très précis, des missions de bénévolat d'expertise métier. Il s'agit alors de trouver des bénévoles ayant des compétences pointues dans des domaines très divers: communication, ressources humaines,
recherche de fonds, organisation, etc. Il s'agit là de missions sur mesure, à durée déterminée, d'intensité, de durée extrêmement variable. Deuxième type de mission, des missions de bénévolat d'accompagnement, où il s'agit soit d'accompagner le président à un moment clé ou délicat de la vie de l'association, soit d'accompagner des publics cibles, par exemple des jeunes, dans le cadre de mentorat, pour les aider à réfléchir à leur scolarité et à leur évolution professionnelle, ou bien d'accompagnement, par exemple, de personnes âgées en fin de vie ou très malades dans le cadre des soins palliatifs. Et sur ce type de mission, on ne cherche pas des compétences techniques, mais des compétences de ressources, des compétences humaines, d'écoute, d'empathie, de savoir, d'intelligence relationnelle. Et enfin, quatrième type de mission, des missions de bénévolat de gouvernance, où là, on va aider les associations à trouver les bénévoles qui veulent bien prendre des missions d'administrateurs et donc, on va les aider à définir des profils. Et pour cela, on va les aider dans un premier temps à faire un autodiagnostic du fonctionnement de leur conseil d'administration, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien et comment ça peut être amélioré. Voilà, mais donc voilà pour ce qui concerne passerelle des compétences. Nous allons donc maintenant parler de gouvernance associative. Mais pour cela, je laisse la parole à Anne, qui va donc nous parler du contexte dans lequel s'exercent aujourd'hui ces gouvernances. Oui, merci Hervé. Alors, les difficultés en fait dans les associations pour trouver des bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités, c'est ce que nous on appelle des administrateurs, hein, des bénévoles qui vont diriger l'association. Euh, on le voit assez régulièrement, notamment dans les enquêtes qui sont faites annuellement par des organismes comme Recherche et Solidarité, et qui montrent que le renouvellement des administrateurs, c'est en fait le deuxième sujet d'inquiétude des associations. Sachant que le premier sujet d'inquiétude, c'est le renouvellement des bénévoles. Donc en fait, on reste quand même dans le même sujet. Voilà. Et nous, concrètement, chez Passerelle les compétences, on le voit très fort parce que tous les ans, on a plus d'une centaine d'associations qui nous contactent pour que nous les aidions à trouver de nouveaux administrateurs. Ce qui veut dire qu'ils ne les ont pas trouvés en interne. Ça veut dire qu'ils ont essayé, qu'ils ont cherché en interne dans leurs associations et qu'ils n'ont pas de successeurs pour ces missions à responsabilité. Et parmi cette centaine de demandes tous les ans, on en a plus de 30% qui sont des demandes urgentes de remplacement de président, de trésorier, de membres de bureau. Euh, donc en fait, c'est des personnes, des bénévoles qui si on ne trouve pas de successeur, si les associations ne trouvent pas de successeur, finalement mettent en péril la survie de l'association. Euh, et la question qu'on s'est posée depuis quelques années, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces associations alors que quand on peut voir que les nouvelles associations qui se créent n'ont pas de difficulté à trouver des administrateurs. Et il y a quand même tous les ans 70 000, 60 à 70 000 associations qui se créent. Et celles-là, ces nouvelles associations, elles trouvent des gens pour diriger leurs instances. Donc on se dit, les associations qui ne trouvent pas, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et ce que l'on constate quand elles viennent nous voir et qu'on essaie de creuser le sujet, c'est qu'on a un peu toujours les mêmes difficultés. On se retrouve avec une moyenne d'âge assez élevée au sein des dirigeants qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas été renouvelés au sein de l'association. On a des conseils d'administration et des bureaux qui ont souvent été construits au départ avec les amis du fondateur ou les amis du président, qui sont venus là pour donner un coup de main. Il n'y a pas eu vraiment d'interrogation sur les besoins en compétences. Quelles sont les compétences, les qualités qu'il faudrait pour venir aider et gérer l'association. Euh, et on se retrouve avec des conseils avec assez peu de diversité qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne connaissent pas vraiment le rôle d'un conseil d'administration ou d'un bureau dans cette association, ou même en général dans les associations. Et un président qui
qui se retrouve presque tout seul ou juste entouré de quelques membres du bureau, avec des pouvoirs très concentrés, des responsabilités peu partagées. Et, euh, et finalement, on se rend compte qu'on a des associations euh, où il n'y a pas eu de questionnement sur les moteurs à l'engagement des bénévoles, ni sur les freins d'ailleurs. Et nous, on dit toujours, attention, un bénévole, il est difficile à convaincre de rejoindre une association, il est très facile à décevoir. Donc, s'interroger sur qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui fait que le bénévole, il vient et il est là et il a envie de rester, c'est fondamental pour les associations. Euh, et donc, quand on constate ça et on voit très vite que les conséquences, elles sont très lourdes pour les associations qui n'ont pas réussi à créer cette envie d'engagement au sein de leur gouvernance. Alors qu'en face, les évolutions d'envie d'engagement des nouvelles générations de bénévoles ont changé et on a de plus en plus de bénévoles qui ont un souhait d'engagement peut-être un peu plus ponctuel, moins intense que ça pouvait être il y a 10 ou 20 ans. Euh, on va dire que pour caricaturer, le bénévole qui était présent plusieurs jours par semaine, toutes les semaines de l'année, eh ben, ce bénévole-là, il est en voie de disparition. On a de plus en plus de bénévoles qui ont envie de donner du temps, mais à leur rythme, pas pendant les vacances scolaires par exemple, parce que pendant les vacances scolaires, ils gardent les petits-enfants, ou pas à certaines périodes de l'année parce qu'ils partent en voyage. Et, euh, et donc, face à ça, les associations ne créent pas l'envie d'engagement. Et finalement, elles se retrouvent dans un cercle vicieux. Comme il n'y a pas d'envie créée, il n'y a pas d'ouverture, en fait, il y a Il peu me de semble personnes s'accrocher. qui arrivent. Je vais vous demander de couper vos micros parce que sinon, je peux pas. Merci. Donc il y a peu de personnes qui arrivent. Tout le travail repose sur les quelques personnes qui sont là. Ces personnes, elles s'épuisent, donc elles ne veulent plus rester. Finalement, on a de l'absentéisme en réunion, on n'a pas de candidature pour remplacer. Et au final, ben, les gouvernances, elles ne fonctionnent pas comme il faut et la pérennité de l'association est remise en question. Nous, on dit, chez Passerelle les compétences, il est tout à fait possible de faire autrement. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer sa gouvernance, pour faire en sorte que ça fonctionne mieux et pour donner envie aux bénévoles de rejoindre les instances de gouvernance et de faire en sorte que finalement ça se passe mieux au sein de l'association. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de partager quelques pistes pour rendre les associations plus fun et plus sexy pour attirer plus de bénévoles. Voilà. Donc, je te relaisse la parole, Hervé. Oui, ou tu peux juste présenter le programme et sinon après je prends la slide suivante. Alors, Et le puis, programme, on va échanger un petit peu sur la gouvernance associative. Est-ce qu'on connaît bien la vie associative? On va s'interroger sur les bonnes raisons de réfléchir à son mode d'organisation, à son mode de fonctionnement pour arriver à dynamiser l'association, la rendre motivante pour de nouveaux bénévoles. Et puis on va vous partager diverses bonnes pratiques que nous on recommande dans nos missions sur des différents axes de la gouvernance et des bonnes pratiques dont on a pu constater l'efficacité, donc que l'on peut recommander. Voilà. Donc ça, c'est pas un plan, mais c'est en gros tout ce qu'on va essayer de faire au cours de cette heure qui arrive. alors, tout d'abord, deux questions en fait pour rentrer dans le sujet et peut-être actualiser vos connaissances. Donc, vous pouvez y répondre de votre côté. Donc, parmi ces documents, lesquels sont obligatoires? C'est la question numéro un. Des statuts, un règlement intérieur, un projet associatif, un plan stratégique. Bon, il peut y avoir plusieurs réponses. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, la loi de 1901 impose-t-elle l'élection d'un président, la mise en place d'un bureau, la mise en place d'un conseil d'administration? Rien de tout ça. Voilà, je vous laisse quelques instants de réflexion et puis ensuite on va voir quelles sont les réponses à ces deux questions dans
dans les moments suivants. On va pas interroger nominativement les Non, participants. On est sympa aujourd'hui. ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit à l'erreur. Bon, ben, je propose que l'on continue. Donc là, la réponse à la question numéro un, eh bien, les statuts constituent le seul document obligatoire pour une association. C'est un contrat qui est en fait aussi l'acte de naissance de l'association. Je rappelle qu'une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leur activité et leurs connaissances dans un but autre que de partager les bénéfices. C'est donc un contrat qui engage les membres les uns vis-à-vis des autres. Et donc, c'est particulièrement utile d'avoir ce compte, enfin, de bien connaître ces statuts, puisqu'en fait, c'est eux qui déterminent tout le fonctionnement de l'association. Et on doit toujours s'y référer. Alors, vous connaissez son contenu, hein, le nom de l'association, son objet, l'adresse du siège social, les membres, l'identité des dirigeants bénévoles, l'organisation de la gouvernance, les instances de décision, les ressources de l'association, les raisons de la perte de qualité de membre, les raisons et modalités d'exclusion. Tout ça, c'est très bien, c'est dans les statuts, mais il faut aussi que ce soit connu. Or, ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, quand on crée une association, eh bien, ceux qui créent l'association vont parfaitement bien connaître les statuts. Ensuite, l'association va vivre et au bout de quelques années, voire quelques dizaines d'années, eh bien, on se rend compte qu'en fait, les membres de l'association ne connaissent plus, bien souvent ne connaissent plus les statuts. Quelquefois, les administrateurs ne les connaissent même pas. Et quelquefois, c'est déjà arrivé, on a déjà eu des cas comme ça, où en fait, plus personne dans l'association ne sait où se trouvent les statuts, en quelque sorte. Donc, c'est véritablement très important de faire connaître ces statuts et notamment de les porter à la connaissance des nouveaux bénévoles, notamment quand ils s'engagent auprès du conseil d'administration, parce que, en fait, c'est véritablement tout le fonctionnement de l'association qui doit être calqué, qui doit être conforme, en fait, au statut. Donc, c'est un point très, très important. L'autre point aussi auquel il faut faire attention quand on rédige les statuts, c'est d'essayer de prévoir d'éviter des problèmes futurs qui peuvent se poser. Par exemple, notamment dans des associations d'une certaine taille, il peut être intéressant d'essayer d'éviter une prise de pouvoir éventuelle par un groupe de bénévoles. Et pour cela, le fait de prévoir un renouvellement au tiers, par exemple, si on a des mandats de 3 ans, eh ben, un tiers tous les ans, ça permet d'éviter ou en tout cas de diminuer ce risque-là. Attention aussi, par exemple, à ne pas prévoir un nombre d'administrateurs trop important qu'on pourrait éventuellement ne pas atteindre. Parce que si vous n'avez pas le nombre d'administrateurs minimum qui sont requis dans vos statuts, eh bien, les décisions que pourrait prendre le conseil d'administration pourraient être tout à fait contestées. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à ça. Alors, dans certaines fédérations, notamment, les statuts sont imposés par la fédération. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, ce qu'il faut pas avoir peur de faire, c'est d'actualiser les statuts, tout en ayant bien en tête que vos statuts, ils sont certainement très bien, mais ils sont certainement pas parfaits non plus et ils sont pas immuables. Il peut être important de les faire évoluer en fonction du développement de l'association, de son cycle de vie. Euh, Par exemple, on est intervenu pour une association qui apportait des activités pour des personnes malvoyantes. Or, dans les statuts, il était prévu que ne pouvaient faire partie des administrateurs que des personnes malvoyantes. Et l'association s'est rendue compte que c'était compliqué pour avoir aussi pour avoir des administrateurs ayant des compétences dans des domaines différents, si en plus il fallait avoir cette double exigence. Donc on leur a conseillé effectivement de prévoir un certain pourcentage, en tout cas, d'administrateurs qui n'avaient pas, ce qui n'étaient pas forcément malvoyantes. On a eu aussi une association qui intervenait dans dans le domaine des jeunes, en fait, de l'accompagnement des jeunes pour les loisirs, aussi bien les études, les loisirs, le logement.
Et là aussi, ça s'est complètement bouleversé depuis 30 ou 40 ans avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus avoir le même type d'activité. Ça avait des implications au niveau des statuts et du mode de fonctionnement de l'association, donc il fallait les revoir. Donc voilà, donc il faut pas avoir peur en fait de se reposer la question des statuts de façon assez régulière. Il peut être aussi utile, voire nécessaire, de les compléter par un règlement intérieur dans lequel on pourra préciser un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément vocation à être dans les statuts. Par exemple, la durée du nombre de mandats, le nombre maximum de mandats. Le fait de mettre ces règles-là va permettre d'assurer un meilleur renouvellement en fait et de ne pas se retrouver avec les mêmes administrateurs au bout de quelques dizaines d'années quelquefois. Voilà, donc c'est un certain nombre de règles concernant les statuts, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que véritablement la colonne vertébrale de l'association et tout ce qui détermine son fonctionnement doit être précisé dans les statuts. Alors, il n'y a pas que les statuts, au-delà des statuts qui sont obligatoires, il y a d'autres documents qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très utiles à avoir et à travailler en équipe pour dynamiser votre association. Le premier d'entre eux, c'est le projet associatif. Alors, il est souvent résumé en deux lignes dans les statuts, c'est l'objet de l'association, mais parfois il n'a pas été revu depuis la création de l'association il y a très très longtemps. Et il se trouve en décalage complet avec la façon dont l'association fonctionne aujourd'hui. J'ai en tête une association là qui nous a interrogés tout à fait récemment. Les statuts datent de 1920. Ben, vous pensez bien qu'en 105 ans, l'association a quand même évolué et il se pose aujourd'hui des problèmes qui ne se posaient pas il y a une centaine d'années. Voilà, donc il est donc très intéressant de retravailler, enfin il est important et intéressant de travailler, de les travailler en groupe avec les bénévoles, les salariés, voir les bénéficiaires, parce que ça va permettre de recréer un enthousiasme, de recréer un engagement, parce que les personnes vont se l'approprier de façon plus forte. Ça va recréer aussi l'envie de faire bouger les choses, vraiment de se réinterroger en fait sur ce que veut l'association aujourd'hui. Il faudra donc se réinterroger sur la vision, c'est-à-dire quel est le but poursuivi, quel problème sociétal l'association veut résoudre, quelle est sa mission, c'est-à-dire quel type d'activité l'association envisage de résoudre ce problème, et puis également quelles sont les valeurs partagées qui vont vraiment irriguer tout le fonctionnement de l'association. Enfin, ensuite, il est très utile, il est même indispensable de réfléchir à l'avenir de l'association, de définir des axes stratégiques de développement. Alors, c'est bien grand mot, mais ce qu'on veut dire par là, c'est de se mettre autour de la table et définir les actions prioritaires pour les 3 à 5 ans qui viennent, de telle façon qu'il y ait véritablement une vision un petit peu moyen terme. Au-delà des objectifs, il faut bien sûr se mettre au clair sur les moyens, c'est-à-dire d'avoir des objectifs, c'est bien, mais il faut avoir les moyens qui sont en cohérence, sinon évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et puis également, dans quel planning, dans quel, euh, dans quel planning global cela se place. Et donc tout ça, ça constitue ce qu'on appelle un plan stratégique. Et tout ça, c'est source de motivation, parce que pour les bénévoles et les salariés, avoir véritablement un projet associatif clair, un plan stratégique, eh bien, c'est tout à fait motivant. Et c'est aussi motivant pour faire venir des bénévoles, et notamment pour des bénévoles qui seraient éventuellement intéressés à s'impliquer dans le conseil d'administration. Enfin, dernier point, il est utile de bien définir une charte éthique qui va indiquer à tous les acteurs les valeurs en fait qui sous-tendent l'action et auxquelles on pourra se référer. Ça permettra éventuellement, dans le cas où tel ou tel bénévole a un comportement qui n'est pas conforme à ces valeurs, eh bien de le recadrer, voire éventuellement de lui demander de quitter l'association. Ça peut permettre également, dans le cadre de, de- comment dire, de relations avec des entreprises, eh bien, de ne pas envisager tel ou tel partenariat qui remettrait en cause en fait les valeurs de l'association. Voilà. Voilà, je laisse maintenant la parole à Anne qui va aborder la question du mode d'organisation de la gouvernance. Merci Hervé. Et moi, je repars sur un petit questionnement. Euh,
sur le mode d'organisation de la gouvernance. En fait, on constate que on a un mode d'organisation qui est assez dominant au sein des instances de gouvernance. Et ce mode d'organisation, c'est celui avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau et un président. On sait que d'autres formes d'organisation existent, et notamment l'étude INSEE de 2018 a montré que 92% des associations annoncent avoir un président et un seul. Ça veut dire quand même qu'il y a 8% des associations qui font autrement. Il y a 90% des associations qui ont un bureau, donc 10% qui n'en ont pas, et 60% des associations qui ont un conseil d'administration, donc 40% qui n'en ont pas. Euh, En fait, il faut bien se rappeler que la loi 1901 laisse toute liberté d'organisation quand on crée une association. Finalement, c'est à l'association de définir comment elle a envie de s'organiser, quelles vont être ses structures. La seule chose que la loi 1901 impose, c'est le fait il doit exister des bénévoles qui administrent l'association. Donc, l'association ne peut pas être gérée par des salariés, c'est bien des bénévoles qui sont en charge de ça. Donc, l'association va devoir définir dans ses statuts euh, comment vont être répartis les pouvoirs, quels vont être donc quelles personnes vont avoir le pouvoir de décider, comment elles vont être nommées, voilà, c'est ça, ce genre de choses qu'on attend. Pour combien de temps elles vont être nommées. On va aussi décider de définir quelles sont les instances de décision, quel type de réunion on va organiser. Dans ces réunions, on va décider de quoi, à quelle fréquence. Et puis on définit aussi quelles obligations de rendre des comptes. Donc qui va contrôler et qui va valider les décisions. Et c'est ça qu'on appelle la gouvernance de l'association. C'est la définition de son mode d'organisation et de régulation. Alors, même si les associations ont toute liberté de décider de leur gouvernance, il y a des principes à respecter. Et ces principes, on les rappelle ici. Tout d'abord, c'est un fonctionnement démocratique. Le fonctionnement démocratique, il est attendu. Par définition de l'association, c'est un regroupement de personnes qui ont envie de faire des choses ensemble. Donc, ces personnes, elles attendent quand même que l'association fonctionne démocratiquement. On entend par là pouvoir s'exprimer par une voix, pouvoir partager leur avis, et s'il y a besoin de désigner des représentants, passer par un mode d'élection, ou en tout cas par un accord sur la désignation des représentants. Le deuxième point qui est très important pour être une association, c'est qu'il faut avoir une gestion désintéressée. Et ça, c'est une notion fiscale, hein. C'est vraiment pour conserver le statut fiscal de l'association. Donc, on doit avoir des dirigeants qui sont bénévoles, qui ne tirent pas de profit personnel de leur activité dans l'association. Ça, c'est la définition. Et enfin, on doit avoir une gestion transparente. Donc, les dirigeants doivent rendre des comptes en interne comme en externe. C'est les trois points à ne pas oublier quand on veut réfléchir à sa gouvernance. Ça, c'est pas très drôle. Euh, donc, on se rend compte donc que les associations euh, ont défini des instances de décision, Assemblée générale, conseil d'administration, bureau. Donc, ce sont des instances qui sont construites sur ces trois niveaux, donc très hiérarchiques. Hein. Nous, quand on présente ça, on préfère inverser la pyramide en montrant bien que le premier niveau, le plus important dans une association, c'est celui qui va réunir tous les membres, c'est l'Assemblée générale. C'est lui l'organe souverain dans une association. Quand on crée une association, encore une fois, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent pour faire quelque chose collectivement. Donc c'est l'ensemble de ces membres qui est collectivement souverain pour décider. Euh, les associations, donc, elles vont donc devoir organiser une réunion de l'ensemble de ses membres régulièrement. En général, ça se fait une fois par an, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Euh, euh, et, et, hum, et nous, on dit, c'est intéressant au moment de cette assemblée générale d'utiliser ce moment pour en faire un moment convivial, pour
pour faire du festif, pour faire se rencontrer les membres, pour informer, mais aussi débattre, éventuellement avoir des invités. Enfin, tout ça, c'est super intéressant et il faut pas l'oublier. Mais en parallèle, l'Assemblée générale, elle doit quand même respecter un certain formalisme, notamment dans le compte-rendu des décisions qui sont votées en Assemblée générale, parce que c'est ce document-là qui va pouvoir, en externe de l'association, être souvent demandé et qui va pouvoir prouver le fonctionnement démocratique et le respect des statuts. Euh, donc, à partir du moment où on a, comment dire, on a une assemblée générale, si nous on est trois personnes et qu'on crée une association, on va pouvoir tout décider tous les trois ensemble. On n'a pas besoin de plus d'instances de décision que ça. Mais si ce nombre grandit, si on devient 20, 30, 50, à un moment donné, on ne pourra pas décider tous ensemble. Donc l'Assemblée générale ne peut pas tout gérer. Et donc elle va être obligée de déléguer une partie de ses pouvoirs euh, à une autre instance. C'est cette instance que généralement on appelle un conseil d'administration. Donc ce sont des personnes qui vont être élues, choisies par l'Assemblée générale et à qui l'Assemblée générale délègue des pouvoirs de gestion et de décision. Mais du coup, le conseil d'administration doit rendre des comptes de sa gestion à l'Assemblée générale. Et donc, ce conseil d'administration, qu'on l'appelle conseil d'administration ou autrement, hein, mais son rôle, ça va être de gérer et de réfléchir au développement de l'association, de prévoir des changements, de faire en sorte que les activités tournent bien et d'assurer la pérennité de l'association. C'est eux qui vont être en charge de ça. Euh, et finalement, chaque association doit définir dans ses statuts ce que fait son conseil d'administration et quels sont ses pouvoirs. Mais ça ne suffit pas. C'est super de les mettre dans les statuts, mais il faut aussi que les personnes qui sont dans le conseil d'administration sachent pourquoi ils sont là, quel est le rôle du conseil d'administration, quel est le rôle des membres du conseil d'administration. Et il faut aussi que le reste de l'association soit au courant de ça, parce qu'il faut que la légitimité des décisions du conseil d'administration soit reconnue. Donc c'est aussi une question de communication qu'il y a autour du rôle du conseil d'administration et de ses membres. Et puis, pour faciliter la gestion au quotidien, parfois le conseil d'administration, il a encore trop de monde, se réunit pas assez souvent. Et donc, il peut décider de déléguer une partie de ses fonctions à un bureau. Donc, un groupe un peu plus restreint qui va se rencontrer plus fréquemment et qui va mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration et qui va assurer finalement l'interface entre le conseil d'administration et le reste de l'association. Euh, Et nous, là, on dit attention à bien équilibrer le rôle du bureau et celui du conseil d'administration parce que on arrive souvent dans ces structures un peu pyramidales, enfin dans ces structures très pyramidales, à un bureau qui prend le dessus sur le conseil d'administration et qui se sent à la tête de l'association et qui va finalement décider de tout seul. Et on a un conseil d'administration qui ne sert plus à grand-chose. Donc, l'équilibre des pouvoirs est nécessaire. Euh, donc ça, c'est le modèle, c'est le modèle le plus fréquent, hein, qu'on retrouve le plus fréquemment dans les associations. Tout simplement parce que, j'aimerais bien changer de slide, mais voilà. Tout simplement parce que c'est le modèle qui a été rendu obligatoire pour les associations reconnues d'utilité publique. Et ce modèle, il est bien connu de tous, il est bien accepté par tous, euh, et, euh, et son fonctionnement, il est bien adapté. On sait que ça marche, on sait que ça marche assez bien, et notamment dans les structures qui sont déjà des grandes organisations. Donc il a été décliné parce que ça marche. En même temps, on ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était vraiment adapté à d'autres structures qui sont pas de la même taille.
Ce qu'on constate quand même fréquemment, nous, dans nos missions avec les associations, c'est que on a souvent des conseils d'administration qui ne décident pas vraiment, qui ne fait que lever la main, donc entériner des décisions qui ont été prises auparavant par le bureau ou par le président. On a un conseil d'administration qui ne challenge pas les décisions, qui ne va pas s'intéresser à la stratégie, au développement des projets de l'association, qui ne va pas suivre leur application, qui ne va pas anticiper les risques. Donc en fait, on a des conseils d'administration qui servent pas à grand-chose, quoi. Dans le cas où parce qu'il y a quand même pas mal d'associations sans conseil d'administration, on a à ce moment-là des bureaux qui sont assez réduits et qui décident de tout et avec finalement une instance de décision unique dans laquelle il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc en fait, la limite qu'on peut voir assez rapidement à ce modèle pyramidal, hein, c'est bien une organisation très hiérarchique euh, avec des pouvoirs et des responsabilités qui sont concentrés sur un petit nombre de personnes. Et ça pourrait ne pas être un problème, hein, si on a envie de laisser le pouvoir à une seule ou deux personnes, pourquoi pas. Mais en même temps, ça veut dire que ces personnes, elles ont beaucoup de charges de travail, beaucoup de charges mentales, et que le risque d'épuisement au fil du temps, il est quand même très élevé. Et ça entraîne aussi souvent une démotivation des autres administrateurs, des autres personnes qui sont autour, un repli en fait, parce que si on leur donne rien à faire, s'ils ont rien à décider, bah, finalement ils vont pas rester là. Et on peut vite avoir une coupure entre l'association et ses dirigeants. Donc, en fait, on a rapidement des difficultés de renouvellement qui sont liées au fait que visiblement, le rôle des dirigeants est très lourd et personne n'a envie de prendre une mission aussi difficile, visiblement. Alors, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Euh, Nous, on dit il existe des alternatives au modèle de gouvernance pyramidale. Et il existe des moyens d'en limiter les risques. Et on essaie d'en partager quelques-uns. La première chose qui est intéressante, c'est d'essayer d'introduire du participatif dans ce modèle pyramidal. Faire en sorte de fracturer un peu la hiérarchie qui est quand même très linéaire, très verticale. Pour ça, on peut travailler à trouver des modes de décision plus coopératifs. Essayer d'éviter les votes et essayer d'arriver à des décisions par consensus. Ou ne mettre en place quelque chose que lorsqu'il n'y a plus d'objection, lorsque personne ne soulève plus de problématiques contraires. Euh, on peut également, dans toutes les associations, faciliter l'écoute de l'avis des différents membres de l'association. C'est assez facile de faire témoigner des gens, de demander concrètement à diverses personnalités au sein de l'association ce qu'ils en pensent, voire même de faire des questionnaires, des enquêtes exhaustives au sein de l'association. Donc ça fait partie des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Demander l'avis, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent en fait. Euh, Ça peut être aussi intéressant de créer des groupes de travail.
d'essayer d'organiser des commissions qui vont prendre en charge un dossier et le réfléchir, le faire avancer, et puis présenter leur avancée, leur travail aux décideurs, donc au comité, au conseil d'administration ou au bureau. Euh, on peut aussi envisager de créer un comité de vigilance, un comité d'experts qui va apporter un regard différent sur l'action du conseil d'administration ou du bureau et qui vont pouvoir donner des avis ou voir soulever des objections qui n'ont été pas vues en interne, qui n'ont pas été vues en interne, excusez-moi. Donc voilà, tous ces éléments, ça peut permettre d'avoir un fonctionnement qui est un peu plus partagé et un peu moins hiérarchique. Ouais, c'est toujours une question de dosage. Euh, L'autre point qui peut être intéressant de faire avancer, c'est le partage des pouvoirs et des responsabilités. Euh, c'est toujours intéressant de s'intéresser à, bien sûr, c'est toujours intéressant de réfléchir au rôle, aux différents rôles des membres de la gouvernance, que fait le président, que fait le trésorier, que fait le secrétaire, ou là, hein, que font les administrateurs. Euh, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites? Et surtout, est-ce qu'il y a des missions qu'on pourrait répartir autrement entre d'autres personnes? Voilà. Euh, Moi, je suis toujours très inquiète quand on a un président qui arrive et qui nous dit que c'est lui qui fait les comptes rendus des réunions. Je dis, bah, je suis désolée, mais un président, il est quand même censé se concentrer sur l'animation de la réunion. Donc, ça me semble pas facile de faire à la fois l'animation et le compte rendu. Donc, peut-être trouver une autre personne et puis on se partage à deux. Il y en a un qui fait l'animation, l'autre qui fait le compte rendu. Et que ce soit le président ou pas, c'est pas très grave, en fait. Voilà. Il y a nulle part quelque chose qui dit que c'est le président qui doit faire le compte rendu. Ou si c'est écrit dans vos statuts, il faut s'interroger sur vos statuts. Euh, donc, travailler sur la répartition des rôles et des missions de chacun, c'est vraiment un super moteur. Euh, le deuxième point, et c'est très important, c'est d'arriver du coup, à redonner un véritable rôle au conseil d'administration euh, avec des personnes qui sont compétentes sur les sujets clés et qui donc vont pouvoir faire avancer la discussion et vont faire avancer les dossiers. Voilà. Et puis, penser à la possibilité de doubler les postes, de doubler les mandats, d'avoir non pas un trésorier, mais deux ou trois trésoriers, d'avoir des vice-présidents à côté du président et des responsables de projet qui vont se partager la tâche. On est, encore une fois, sur des générations de bénévoles qui arrivent, qui n'ont pas envie de tout faire tout le temps. Donc, donnez-leur la possibilité de s'engager à moitié, avec une autre personne qui s'engage aussi à moitié. Et finalement, les deux vont peut-être pouvoir plus facilement accepter ces missions et vont surtout remplir le trou qui était laissé. Euh, la troisième option, qui est une éventualité, hein, que nous, on ne conseille pas spécialement, mais qu'on évoque, c'est de mettre en place un système de gouvernance très collégial. Donc d'arriver à un système où les pouvoirs et les responsabilités sont partagés de manière très formalisée entre diverses personnes, entre tous les administrateurs. Il y a des associations qui le font, hein, avec une prise de décision qui est complètement collective. Euh, c'est intéressant, ça permet d'avoir une forte cohésion entre les personnes qui décident, ça permet une meilleure inclusion. Euh, et en parallèle, on dit attention parce que c'est des modes de fonctionnement qui génèrent pas mal de délais dans les prises de décision. Même si les décisions, une fois qu'elles sont prises, elles sont très bien assumées, elles sont très bien mises en pratique. Par contre, la prise de décision peut être plus longue parce qu'il faut quand même mettre d'accord tout le monde. Et puis surtout, c'est un système
qui demande à repenser l'ensemble des instances de l'association, l'ensemble du mode de fonctionnement. Donc c'est assez complexe, ça prend du temps à mettre en place. Nous, on a vu des associations qui l'ont fait. Il faut compter 1 an à 18 mois de réflexion, de travail pour arriver à une modification des statuts et à mettre en place un autre système de fonctionnement. Donc nous, ce qu'on dit assez régulièrement chez Passerelle les compétences, hein, c'est que on peut tout à fait aller vers un mode de gouvernance plus dynamique, plus partagé, sans complètement bouleverser un système assemblée générale, conseil d'administration, bureau. Voilà. On peut avoir des conseils d'administration qui sont un peu plus renforcés, un peu plus actifs, un peu plus dynamiques et qui donne envie de les rejoindre en gardant ce système à peu près pyramidal. Euh, je prendrai les questions du chat à la fin parce que je vois, enfin voilà. Euh, Oui, oui, on en prendra à la ouais, fin, hein. ouais, On en prendra à la fin. ok. Alors, un petit focus sur le président. Le président, il a un rôle qui est défini dans les statuts. Vos statuts, généralement, définissent ce que doit faire le président. Mais il faut bien reconnaître que, en France, le président, il a une image qui est très forte. Euh, c'est une image qui est en lien avec ce qu'il existe dans le monde politique et dans le monde économique. Euh, le président, c'est quelqu'un qui est la personne forte d'une structure, qui a les responsabilités, qui a les honneurs, qui doit assumer sa fonction, et on lui demande d'être cet homme fort et en même temps on lui reproche hein, quand même. Euh, dans une association, on a un peu la même vision. Enfin, on colle, hein, on colle notre imaginaire sur le président de l'association. Donc le président dans une association, le plus souvent, il incarne l'association, il porte ses valeurs, il va donner les orientations stratégiques, il va dire on va là, venez avec moi, on y va. C'est lui qui est l'employeur, il va animer les équipes, il va assurer le fonctionnement des instances, il va veiller à la bonne gestion, il va représenter l'association à l'extérieur, assurer la promotion, faire la com, voilà, il fait tout. Euh, c'est lui qui rend tout possible et en fait, sans lui, rien ne bouge. Euh, dans ces cas-là, en fait, le président, euh, c'est une sorte de super-héros. Et quand on doit remplacer une telle personne, en fait, c'est une mission quasi impossible. Parce que pour arriver à faire ça, il faut avoir une disponibilité très large. Et ça correspond pas vraiment aujourd'hui aux envies des bénévoles. Euh, c'est une personne qui va porter beaucoup de responsabilités sur ses épaules et cela peut faire peur aux autres bénévoles. Et aussi parce que, en fait, il fait les choses tellement bien que personne ne se sent à la hauteur pour prendre la suite. Et les compétences et les qualités qu'il faudrait trouver pour le remplacer, ben, elles sont assez difficiles à réunir dans la même personne. Et, euh, et donc ça, c'est quand même un constat qu'on a souvent dans les associations qui viennent nous voir. Euh, et nous, on dit attention, en fait, dans la loi, il n'y a pas d'obligation à avoir un président. Alors, il faut avoir des bénévoles chargés de l'administration de l'association, donc en fait des personnes physiques qui vont être chargées de représenter la personne morale de l'association. Euh, et on sait qu'il existe des associations sans président. Dans l'INSEE, dans l'étude INSEE de 2018, il y a 8% d'associations sans président. Donc la question c'est comment on fait? Euh,
Oui, en fait, le rôle du président, il peut complètement être interrogé. Euh, le rôle, il peut être différent de cette vision assez caricaturale que je viens de vous décrire. Euh, En fait, pour gérer une association, les missions à remplir, elles sont assez nombreuses et elles peuvent être réparties sur plusieurs personnes. Il n'y a rien qui dit que le président, il doit toutes les faire. Avoir un président et un conseil d'administration et un bureau qui sont bien constitués, qui sont compétents, ça leur permet d'assurer une partie de ces missions. Et de fait, ça va libérer du temps pour le président qui va pouvoir se consacrer à une partie de son rôle, peut-être plus animateur ou plus représentant, mais moins d'autres choses. Et c'est plus facile pour le président, c'est aussi plus intéressant pour les missions d'à côté, c'est plus motivant en fait pour les autres. Donc comment on peut faire ça? On peut avoir euh, une structure avec par exemple un président et des vice-présidents. Donc le président va déléguer une partie de ses pouvoirs, de ses missions à un, deux adjoints, des suppléants. Ce sont des choses qui sont à définir au cas par cas, puisque c'est le président qui accorde une délégation de pouvoir. Donc se mettre d'accord à l'avance avec d'autres bénévoles pour dire, bah, toi, tu vas t'occuper de cette partie-là, et puis moi, je vais garder ça, et puis on échange sur le sujet. Donc, effectivement, ça prend du temps d'échanger, mais ça prend quand même moins de temps que de faire tout seul. Et puis surtout, c'est plus facile de trouver des gens pour partager. On peut aller plus loin que ça et on peut aller sur de la coprésidence. À ce moment-là, dans la coprésidence, on parle de deux ou trois personnes qui vont décider et diriger ensemble. Euh, ils sont co-responsables euh, ensemble. Il est aussi possible dans ce cas-là de délimiter ce que chacun va faire et de se mettre d'accord comme dans le cas des vice-présidents. Je sais que ce genre de commentaires déclenche beaucoup de discussions, mais on verra tout à l'heure. Je voudrais faire comme Hervé et vous poser deux petites questions. Vous demander de réfléchir à deux choses. La première, c'est dans votre association, quelle mission à responsabilité pourrait être mieux partagée? Euh, à quoi pensez-vous quand je dis qu'on pourrait mieux partager des missions? Est-ce que ça pourrait être l'organisation de la vie associative, les réunions, les invitations, les comptes rendus, ce genre de choses? Est-ce que ça pourrait être le suivi des activités? Est-ce que pourrait être le suivi financier, par exemple? Ou l'animation des bénévoles? Donc, quand je dis animation, je pense tout ce qui est recherche de bénévoles, leur accueil, leur formation, leur intégration, hein. On parle de tout ce travail-là. Est-ce que ça pourrait être la relation avec l'extérieur, les administrations, les partenaires? Est-ce que c'est la préparation de certains dossiers? Voilà. Ce sont des suggestions, mais c'est voilà, à vous de réfléchir. Euh, voilà. Euh, et la deuxième question, c'est quel est, d'après vous, le principal frein à l'engagement au sein d'un conseil d'administration ou d'un bureau? Est-ce que les bénévoles, ils n'ont pas envie de s'engager parce qu'ils n'ont pas de disponibilité, parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire, parce que, ils ont peur des responsabilités que cela implique, ou parce que tout simplement ils ne savent pas ce que c'est que cette mission, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Euh, je vais, euh, je vais simplement vous montrer ce que nous, on utilise pour faire réfléchir les associations à la première question. Donc, la première question qui était, dans votre association, quelle mission à responsabilité pourrait être mieux partagée? Nous, on utilise ce petit schéma
qui nous met en axe vertical des choses qui vont de l'aspect réflexion à l'aspect communication et un axe horizontal, ce qui va de l'externe à de l'interne. Et donc ça divise notre petit schéma en 4 cadrans et on a dans chacun de ces cadrans une partie des missions, des tâches à réaliser au sein du conseil d'administration, du bureau, du président, enfin, en tout cas pour gérer l'association. Et on fait travailler les associations en leur disant, OK, ben, sur toutes ces tâches, qui le fait aujourd'hui? Quelles sont les tâches qui ne sont pas faites et qui devraient être faites? Et comment on pourrait le répartir différemment demain? Et donc, c'est vraiment un atelier de travail. On prend le temps de le faire, on réfléchit. Et au final, on arrive souvent, quand on commence le graphique au départ, qui le fait, ben, on se rend compte que ben, il y a beaucoup de tâches sur la même personne. Et quand on retravaille dessus, ben, on arrive assez facilement, très vite, assez vite, à trouver des moyens de partager différemment en fonction des personnes présentes, hein. On parle vraiment de la répartition entre les personnes qui sont autour de la table et qui sont déjà là. Et il y a toujours des tâches qui ne sont pas faites et qu'on pourrait confier à d'autres personnes. Voilà, donc c'est un travail qui est intéressant à faire et vous aurez la slide, je vous encourage à y réfléchir un peu au sein de votre association. Ça peut apporter des bonnes idées. Alors, on a mis dans ce slide tout ce qui est fait, enfin, toutes les tâches qui peuvent être faites. Il y a des tâches qui ne sont pas adaptées à toutes les associations, on est d'accord, hein, voilà. Euh, et la deuxième question, c'était quel est, d'après vous, le principal frein à l'engagement au sein d'un bureau? Et donc, on a les 4 réponses assez couramment utilisées par les bénévoles, hein, quand on leur demande s'ils voudraient bien venir vous rejoindre, nous rejoindre au sein du bureau ou du conseil d'administration. On a la réponse, je n'ai pas le temps, qui est quand même assez courante. Et on va presque dire c'est sûrement le premier motif de refus. Euh, et et c'est souvent aussi un très bon prétexte. C'est-à-dire que si je veux dire non, je vais dire que je n'ai pas le temps et ça va très bien marcher. Quand on fait cette réponse, moi je dis il faut creuser. C'est intéressant de creuser pour savoir si le vécu des administrateurs, est-ce qu'il est connu de la personne à qui on parle? Est-ce que, par exemple, on pourrait l'inviter à assister à une réunion du bureau ou du conseil d'administration pour qu'elle se rende compte de ce que ça va être? Euh, Est-ce que les horaires sont adaptés à sa disponibilité ou pas? Si vous voulez, ça nous arrive souvent ça d'avoir des associations qui nous disent je voudrais rajeunir mon conseil d'administration et qui nous disent qu'ils se réunissent le mercredi à 14 heures. Bah, je suis désolée, mais le mercredi à 14 heures, les gens qui travaillent, ils sont pas disponibles. Donc, si tu veux vraiment rajeunir, fais tes réunions à un autre moment. Euh, Ensuite, on peut s'interroger sur euh, est-ce que j'ai évalué la disponibilité que je demande à cette personne? Est-ce que je peux lui dire c'est 2 heures par mois, 2 heures par semaine, 2 jours par semaine? Parce que souvent, la disponibilité, elle est imaginaire, elle est pas mise sur le papier. Euh, Est-ce que la répartition des missions, elle a été réfléchie ou est-ce qu'il serait possible de répartir différemment, d'avoir 2 personnes qui font la mission? Voilà. Donc la réponse, je n'ai pas le temps, on peut la travailler. La deuxième réponse, c'est je ne saurais pas faire. Et là encore, c'est souvent une réponse qui n'est pas appuyée sur de la réalité. Donc face à ça, s'interroger sur les compétences des membres existants et est-ce qu'il y a eu une réflexion sur les compétences qui sont nécessaires? Est-ce que ça a été défini et expliqué, présenté avant de chercher de nouveaux administrateurs? Est-ce que, il y a eu un questionnement sur l'opportunité de faire du tutorat, du mentorat des futurs administrateurs, de les faire progressivement devenir administrateurs? De la formation éventuellement. Euh, et est-ce qu'on peut les faire participer à plusieurs réunions avant de candidater, les faire rentrer progressivement? Troisième réponse, c'est la peur des responsabilités. Je ne veux pas prendre des responsabilités. Et là encore, c'est une réponse qu'on peut creuser.
de quelle responsabilité est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de responsabilité juridique? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez fait le point sur les risques avec la personne? Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Ou est-ce qu'on parle des responsabilités, c'est-à-dire des obligations morales qui sont créées, donc de l'engagement en fait à prendre cette mission-là. Donc l'engagement, c'est une question de disponibilité, c'est une question de compétence, c'est les deux points qu'on vient de traiter. Et encore une fois, est-ce que la question du partage a bien été définie? Est-ce que vous avez bien cadré les responsabilités qui doivent être prises? Et la quatrième réponse qui est souvent faite, c'est je ne savais pas que c'était possible. En gros, c'est le manque d'information, le manque de transparence qui fait que ces missions d'administrateur sont assez peu visibles ou assez peu ouvertes, en fait. Il y a quand même beaucoup d'entrées dans les conseils d'administration, dans les bureaux, qui se font par cooptation. Donc, il n'y a pas eu de recherche officielle publique où les méthodes de choix ou de sélection ne sont pas connues. Ou alors, on n'a pas réfléchi à la manière de proposer, d'expliquer ce que c'était qu'un mandat d'administrateur. Et finalement, nous, souvent, on fait travailler les associations sur euh, comment pitcher en deux mots votre recherche d'administrateur. Si vous rencontrez un bénévole, est-ce qu'en 2 minutes, vous êtes capable de lui dire que vous cherchez quelqu'un et que vous voulez le faire rentrer dans le conseil d'administration ou dans le bureau? Voilà. Donc, au final, il y a plein de choses qu'on peut faire pour créer l'envie d'engagement, pour essayer d'attirer des candidats au sein des instances de gouvernance. Donc, on a essayé de réunir ça en 3 points. Le premier point, c'est informer, faire savoir. Donc, questionner les bénévoles, connaître leur motivation, leurs envies, leurs compétences, expliquer ce que font les membres d'un conseil d'administration, ce que fait le bureau, et bien définir ce qui est attendu du nouveau bénévole et le partager, bien préciser la disponibilité qu'on lui demande et la durée de son mandat. Euh, le deuxième point, ça va être de clarifier, de rassurer. Euh, tout d'abord, clarifier le mode de choix, de sélection du candidat, lui dire ça va se passer comme ça. Voilà. Et lui proposer éventuellement une intégration progressive, d'assister à quelques réunions avant de candidater, de proposer une formation ou du tutorat, on en a parlé euh, d'intégrer des bénévoles dans des projets avant de leur proposer d'entrer au conseil d'administration. Tout à l'heure, Hervé a parlé du projet associatif ou d'axe stratégique. C'est des projets qui vont permettre à des bénévoles de prendre plus de poids dans les dirigeants de l'association et d'avoir envie d'en faire plus. On peut aussi travailler sur la rédaction du rapport d'activité, j'en sais rien, monter une nouvelle activité. Enfin, tous les projets peuvent être des moyens de commencer à intégrer des bénévoles dans des missions à responsabilité. Et enfin, le troisième point, c'est de rendre la mission plus fun et plus intéressante. Réfléchir aux horaires de réunion, répartir les missions, créer des binômes, créer des groupes. Et puis surtout, imaginer, rêver ensemble, avoir un objectif, avoir des envies. En fait, quand on voit les nouvelles associations qui se créent et qui, elles, n'ont pas de problème à trouver des dirigeants, ben, voilà, c'est ça qu'elles ont en plus. Elles ont de la nouveauté, de la dynamique, et c'est ça qui attire. Et puis, surtout, accepter les nouveaux arrivants avec leurs idées nouvelles. On voit beaucoup, nous, de cas où on amène des candidats administrateurs dans des associations et au bout de 3 mois, ils reviennent et ils nous disent Pff, c'est pas sympa, tout ce que je propose de changer, ils me disent que ils l'ont déjà fait ou que ça marchera pas. Et donc, effectivement, c'est assez vite démotivant.
Oui, les nouveaux arrivants, ils vont avoir envie de changer des choses et ça, il faut savoir en discuter avec eux et arriver à accepter ça. Donc, rapidement, une synthèse, quelques idées clés. Si on veut assurer la pérennité de l'association, il faut anticiper. Commencer à y penser à l'avance et travailler un renouvellement progressif, fédérer autour de projets communs, réfléchir à la répartition des rôles, le rôle du président, le rôle des instances de gouvernance, le rôle de chacun dans ces instances, donner des missions. C'est que les administrateurs, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là et ce qu'ils viennent faire. Parler disponibilité, échanger sur le temps que chacun est prêt à consacrer à sa mission, et puis prévoir un processus d'intégration progressive du tutorat, du parrainage, de la participation. Voilà. C'est vraiment des éléments qui sont essentiels au renouvellement des instances. Moi, j'ai terminé. Juste, tu veux dire un mot, Hervé, sur les programmes que l'on peut proposer? Oui, peut-être juste deux mots pour vous dire que donc nous vous proposons, si vous êtes intéressé, un programme bénévolat de gouvernance pour vous aider donc à renforcer votre conseil d'administration avec une première phase d'autodiagnostic et puis une deuxième phase de recherche d'administrateurs ayant les profils intéressants pour le conseil d'administration. Également des missions de bénévolat de compétences, soit pour revoir ses statuts, redéfinir le projet associatif ou préparer un plan stratégique, et puis éventuellement un atelier d'une journée pour réfléchir à l'organisation et au fonctionnement de ces instances et élaborer un plan d'action en vue de leur renouvellement. Voilà, donc on est à votre disposition si vous le souhaitez. Xavier, est-ce Très que... bien. Oui, Voilà. merci beaucoup Anne et Hervé. Comme donc il y avait deux, trois questions, peut-être Anne, auxquelles tu pourrais répondre. Une question intéressante, c'est est-ce il y aurait un code de déontologie qui permettrait de bien sortir un bénévole toxique? Ah, mais il suffit d'avoir rédigé une charte du bénévole, une charte d'éthique, comme parlait Hervé tout à l'heure. Oui, Mais si dans votre charte, vous avez mis des limites à ce que peut faire un bénévole, il suffit de lui opposer la charte et puis vous pouvez le mettre dehors de l'association en disant non-respect de la charte que vous avez signée en rentrant. Et donc, vous pouvez le mettre dehors et il n'aura rien à dire puisqu'il a signé la charte en rentrant. d'accord. Donc importance de la charte éthique. Le partage de la responsabilité lorsque le président est employé. Je suis pas sûr d'avoir Quand il bien est compris la employeur, question. quand il est Employeur, pardon. employeur. Oui, Oui. Il oui, suffit employeur, que, d'accord, parce qu'il y oui, a des oui, salariés, d'accord, quand il oui. est Mhm. employeur, oui, oui. Mhm. Il suffit Non, que pas employeur, employé, employé. ah, mais il peut pas. Ben non, il peut pas le président. Il doit être bénévole. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Il y avait une autre Et question il aussi peut que pas m'avait être posée, employeur, il peut pas être employeur non plus, du coup. employeur de Alors, salariés. il est employeur. Voilà, c'est que s'il y a des salariés dans l'association, il y a deux options. Soit c'est le président qui est l'employeur, soit c'est le conseil d'administration qui est l'employeur. Et ça dépend de vos statuts. Ok, merci. Voilà. Et puis une autre question également, puisqu'il y a donc on voit par rapport au président, est-ce qu'il y a des conseils à donner lorsque on passe d'un président à un nouveau président? Est-ce qu'il y a Mhm. des choses auxquelles il faut penser avant et après, aussi les bons réflexes ou les mauvaises habitudes qui pourraient exister? Ouais. Alors nous, on dit le remplacement d'un président, c'est quelque chose de difficile. Voilà. On est d'accord. Euh, Quand une association nous chercher, vient nous demander de l'aide sur la succession d'un président, on est toujours un peu étonné parce que ça ne devrait pas arriver. Voilà. Concrètement, la meilleure solution, c'est quand même de trouver le successeur du président en interne dans l'association.
Il n'y a pas de raison d'aller le chercher en externe. Mais bon, on travaille le sujet quand même. C'est difficile de remplacer un président parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, la disponibilité qu'on lui demande, elle est importante. Le profil qu'on recherche, il est quand même assez complexe. Et souvent, le président sortant, il réalise pas toujours, mais il a envie qu'on trouve le même que lui, quelqu'un d'aussi bien, voire encore mieux que lui, un peu son clone en mieux, quoi. Et finalement, les présidents les plus difficiles à remplacer, c'est ceux qui font le mieux leur boulot. Euh, euh, le président, il a une légitimité forte. Son poids dans l'association, il est toujours là. Surtout s'il a fait les choses très bien. Le jour où il dit qu'il va partir, il reste quand même, et surtout s'il est là, s'il était là depuis longtemps, il reste une image forte dans l'association. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas aider le successeur. Il faut juste se dire que c'est très compliqué pour un successeur de prendre la place d'une personne comme ça. Et généralement, le président qui part, il n'a pas envie de laisser l'association sans rien. Donc, il nous dit, oui, mais on fera un tuilage. De toute façon, je vais rester là pendant longtemps. Il n'y aura pas de souci. Je transmettrai tous les dossiers. Je donnerai un coup de main aussi sur les dossiers futurs. Et on dit, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous ayez eue là, parce que tant que vous êtes là, tant que vous êtes derrière, toute l'association, elle va vous regarder vous, elle va vous écouter vous, et donc le nouveau, il va pas trouver sa place. Et donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir pour un président qui veut céder la place. C'est comment je fais pour anticiper mon renouvellement, mais surtout comment je fais pour ne pas rester trop longtemps pour ne pas gêner mon successeur, tout en faisant une transmission, bien sûr, il faut transmettre, il faut une période de passation. Mais moi, je dis, il faut pas que ça dure trop longtemps. Et un président, un ancien président qui veut rester dans l'association trop longtemps, c'est toujours très difficile pour le successeur. D'accord. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions par oral ou dans le chat. Alors, je vois dans le chat la question sur le document pour les bénévoles. Manifestement, je suis allée trop vite dans ma réponse, ça n'a pas été compris. Euh, C'est difficile de mettre un bénévole dehors parce que le bénévole, il est arrivé dans l'association et c'est lui qui décide s'il veut venir vous aider ou s'il veut partir. On n'est pas dans le cadre d'un salarié que vous pouvez licencier. C'est un bénévole, donc il a envie d'être là, il reste là. Vous ne pouvez pas le mettre dehors comme ça. C'est difficile de lui dire tu reviens pas la semaine prochaine. S'il a envie de revenir, il va revenir. Le seul moyen de mettre un bénévole dehors, c'est de l'obliger à respecter certaines choses que vous avez décidées, qui sont des conditions sine qua non à la participation à votre association. Donc, vous élaborez une charte du bénévolat ou une charte éthique, vous l'appelez comme vous voulez, mais un petit document qui dit ben, le bénévole qui arrive, il s'engage à respecter les valeurs de l'association, à respecter les missions, à ne, je sais pas, à être tolérant, enfin, vous mettez ce que vous voulez dedans et vous le faites signer, ce document-là, quand il arrive. C'est sa charte d'engagement, c'est son contrat d'engagement. Et le jour où il va ne pas respecter ça, vous pouvez lui opposer le document et lui dire, t'as signé, tu respectes pas, c'est dehors. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de souci. Parce que moi, j'ai vu des bénévoles qui attaquaient les associations au prud'homme. Ah Voilà, oui. ça arrive. J'espère que c'était plus clair. Je suis désolée. Merci beaucoup, mais euh, que faites-vous en fait de la différenciation entre une association, je parle pour ma paroisse, environ 100 000 euros, d'accord, versus une association qui peut, je sais pas, 2, 3 millions, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, je suis pressenti, je suis pressenti euh, pour, pour une présidence, mais du coup, je me demande
quel est votre propos par rapport à ça? Les masses de budget, je ne sais pas. Je suis un peu. Mais ça change rien. La taille ne change pas la question de la réflexion sur le mode d'organisation et sur la répartition des pouvoirs et des responsabilités et des tâches et des missions. C'est dans toutes les structures, quelles qu'elles soient, les petites comme les grandes, on peut avoir envie de faire le maximum de choses tout seul ou on peut avoir envie de partager les choses à faire. C'est, D'accord. Ok. Ouais, j'ai Je pense l'impression que qu'il c'est. je pense qu'il y a une grosse différence entre les associations qui ont un salarié qui est un directeur, un délégué général, et les associations qui n'en ont pas. Parce que dans le cas où il y a un délégué général ou un directeur qui est salarié, à ce moment-là, il est indispensable que ce salarié et le président forment un binôme qui fonctionne bien. Euh, voilà, et ça, c'est une vraie différence. Les associations qui n'ont pas de salariés, il y a qu'un moyen d'alléger le travail du président, c'est qu'il trouve des personnes autour de lui pour partager sa tâche. D'accord. Nous, on n'a pas de salariés. Donc, Voilà, voilà. c'est ça. Donc c'est pour moi, une présidence, c'est intéressant si vous arrivez à avoir une équipe qui peut partager avec vous ce qu'il y a à faire, quoi. D'accord. Il y a, il y a, il y a Fabienne qui a une question. Oui, très Fabienne? bien. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question parce que là, on parle beaucoup de président, mais il est possible de ne pas avoir de présidence Absolument. dans une association. Oui. Et en fait, alors présidence ou multi-présidence, hein, Oui. si j'ai bien entendu ce que vous disiez, Tout à fait. possible. Oui. Mais comment font alors les associations, puisque le président est employeur de salariés, comment les tâches se partagent du coup? Qui prend la responsabilité en tant qu'employeur? Parler de la responsabilité légale. Oui, Ben, parce en qu'en fait, fait, il y a une responsabilité oui, juridique oui, derrière. bien sûr. Oui, il y a une responsabilité légale. Mais en fait, il faut que cette responsabilité, elle soit déterminée. Mais il y a pas il y a pas de texte de loi qui dit que c'est obligatoirement le président qui porte cette responsabilité. La responsabilité légale d'employeur, elle peut être portée par le conseil d'administration, elle peut être portée par d'autres personnes que le président. Donc il suffit que ça soit inscrit dans les statuts et quand on vous demande qui est la personne responsable, vous dites ben, pour telle chose, c'est telle personne. Donc, pour la banque, c'est monsieur machin parce que, pour je sais pas, les prud'hommes, c'est monsieur machin parce que, et pour la mairie, pour la subvention, c'est une autre personne. Et il n'y a rien qui dit que ça doit être les trois la même. Mais D'accord. normalement, la responsabilité, elle est portée par la personne morale, pas par la personne physique. Oui, mais en fait, les partenaires extérieurs demandent un nom souvent. On est D'accord? Non, d'accord que mais juridiquement, c'est la personne morale qui est mise en cause. voilà, Tout à c'est la fait. personne morale qui, in Donc, fine, il suffit de assume la désigner. responsabilité. Absolument. Donc, il suffit de désigner une personne pour représenter cette personne Ah, morale. Mais cette personne, ce représentant de la personne morale, il peut être différent en fonction des cas. d'accord, ok. C'est le représentant de la personne morale, Oui. et c'est la personne morale qui porte Qui est mise la en cause. Tout responsabilité. à fait. Tout à Mais fait. à définir dans les statuts, on est d'accord. Absolument. Ok. Ok. Merci. Très bien. Bon, bah, je crois que s'il y a plus d'autres questions, Anne et puis Hervé, encore une fois, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui, pour votre présentation. Et puis j'espère que effectivement chacun aura trouvé une ou deux idées intéressantes Et- dans le cadre de son et- association Écoutez, j'espère. On reste. pour anticiper, entre autres, puisque je Ouais, crois que c'est un mot anticiper. important, c'est Ouais. l'anticipation. Ouais, Et même si c'est le problème, c'est pas pour demain, c'est 2, 3 ans à l'avance, c'est ouais, utile aussi d'y penser. ouais. Mhm. Mhm. Anne, Tout à fait. Oui. excusez-moi, si je peux me permettre, euh, on a beaucoup de difficultés, nous, au sein de notre association Amis de la forêt de Saint-Germain-Marly,
est-ce que vous seriez, alors je ne vais pas créer de polémique, j'en sais rien, est-ce que vous seriez intéressé pour intervenir au sein de notre Et association? vous contactez l'antenne des Oui. Yvelines et puis on en discutera. Hein, on verra D'accord, comment faire. super, D'accord? C'est le plus simple. très bien, Alors, merci, merci, bon, merci. Anne habite dans les montagnes, hein, Oui. pas Saint-Germain-en-Laye. Non. Non, mais ok, Voilà. Mais on verra selon vos besoins, on verra comment faire. Et puis, c'est la même réponse pour tous. Si vous d'accord, avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'antenne des Yvelines et puis on essaiera de répondre super, à vos Voilà. besoins. Il y Et a qui merci, juste seront dans le slide, toutes les coordonnées seront dans le slide que vous Oui, allez recevoir. tout à il y a fait. juste une question, merci beaucoup, Anne. merci beaucoup. Hein. Oui. Anne, il y a juste une question. En cas de conflit, quel est le tribunal compétent? TI, TGI, Conseil des prud'hommes? Ça dépend de quel conflit on parle. Alors, je ne suis pas juriste en plus, donc voilà. Ok. Moi, j'ai eu le cas, quand j'étais au Resto du Cœur, j'ai eu le cas d'un bénévole qui a attaqué les Restos du Cœur au Conseil des prud'hommes et qui a gagné. Voilà, donc après, ça dépend de la problématique, je pense. Ok, merci. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges et Merci. puis j'espère que vous aurez trouvé quelques petites idées et n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Voilà. Merci beaucoup, Merci. À Bon bientôt. après-midi à tous. Au Au revoir. revoir. Au merci, au revoir. revoir.